la langue du pays pour souhaiter réussir. On se prépare à prospecter, à vendre et bien sûr à livrer la prestation ou le produit. Et puis, le choix du canal de vente est bien entendu déterminant. Pour sécuriser son développement, on peut s'appuyer sur des réseaux. On pense plus localement à des réseaux comme Entreprendre, l'APEX, la CCI, BPI France. Et il y en a bien d'autres à notre disposition. Plus spécifiquement, bien connaître son marché et ses partenaires, c'est aussi relever le défi multiculturel. Alors, parmi les points importants, savoir s'adapter, évidemment, naturellement, s'adapter en s'intéressant à autrui, en nouant assez facilement des relations, même lorsqu'on ne maîtrise pas pleinement le contexte. Animer aimer relever de nouveaux challenges, savoir trouver des solutions innovantes, pouvoir diversifier ses sources d'inspiration à travers la créativité, savoir se maîtriser, être d'humeur constante, je pense que c'est essentiel, et puis apprendre de ses erreurs. Respecter et surtout connaître la culture de chacun pour lui témoigner ce respect-là et également attirer la confiance. Et ça, c'est pas forcément évident. Chaque pays peut avoir ses propres codes. Et pour construire cette confiance, connaître la culture est essentiel. Alors, je me suis amusée à partager avec vous ce que mes collègues anglophones, pour la grande majorité, nous font remarquer chez nous, Français. Et il me semble essentiel de bien se connaître pour bien partager aussi les échanges avec nos interlocuteurs non francophones. Ce qui ressort principalement, c'est notre système de pensée. Très souvent, on me dit, mais comment des personnes habitant dans un pays où tout va bien se plaignent autant? Ça arrive très souvent. Le caractère assez implicite aussi de la communication. Les Français sont spécialistes dans ce domaine. Je pense que les Britanniques le sont un petit peu aussi. Et on partagera quelques expressions clés avec Karen tout à l'heure. Il relève aussi pas mal de lourdeur administrative, donc de complexité dans de nombreuses organisations avec soit une lenteur, soit une lourdeur assez bureaucratique. C'est vrai qu'on commence un petit peu plus à s'aligner avec d'autres pays anglophones, comme là récemment le prélèvement à la source, par exemple. Karen, est-ce que tu veux donner ton ressenti, toi, en tant que Canadienne? Yes, of course. Alors, d'origine canadienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, et professeur d'anglais depuis 2001, l'enseignement dans plusieurs sociétés comme Safran, Coca-Cola Enterprise, Orange et le groupe LVMH à Paris, et 9 ans à Aix-en-Provence. Je me permets de partager une de mes expériences au début de ma vie professionnelle en France. Très souvent, à une première rencontre, je me retrouvais en face d'un Français ou d'une Française très renfermée. Alors, et une attitude brusque. Et heureusement, une fois que la glace est brisée, on a de belles surprises. Alors, always remember, you should never judge a book by its cover. N'oubliez surtout pas, l'habit ne fait pas le moine. Merci Karen. Ce qui est souvent relevé également des Français, c'est notre implication dans le travail. Souvent, on nous fait remarquer qu'on est prêt à accomplir parfois des tâches qui ne sont pas forcément décrites dans le poste initial. Et ça, c'est plutôt le côté positif. Enfin, en tout cas, je prends ça pour un compliment. Quelques perplexités. La French Biz, alors ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à intégrer. Les bises à tout va. Et alors, dans la région, c'est une spécialité, bien entendu. La durée et les retards aussi des réunions, ça, c'est exaspérant pour nos collègues anglophones.
et puis parfois aussi le fait d'être en contact en fait par une bise ou par le serrage de main, ça fait partie des choses qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Ça paraît naturel et poli pour nous, mais c'est pas forcément le cas partout. On parlait tout à l'heure du caractère implicite de la communication. On voudrait partager avec vous quelques expressions britanniques qui peuvent surprendre si on s'amuse à les traduire littéralement. Je vais laisser la parole à Karen pour cette partie. Yes, hello again. Alors, quelques expressions à décoder, à déchiffrer. Imagine un Britannique vous dit « I'm sure it's my fault ». Vous pourriez vous demander « Pourquoi pense-t-il que c'est de sa faute ?» Mais il peut peut-être en train de vous dire que c'est de votre faute. Alors, il faut vraiment comprendre le contexte. Alors, aussi, imagine, they say to you, very interesting, ne signifie pas je suis impressionné, mais plutôt that is clearly nonsense. C'est clairement absurde. And imagine they say to you, oh, I only have a few minor comments. Ça peut signifier, please rewrite it all. Veuillez réécrire tout. So, I'm totally not at ease aussi peut vouloir dire, I'm panicking. Je suis vraiment stressée. Pour décoder les propos d'un Britannique dans toutes les situations, you need to watch out for this. Il faut absolument faire gaffe. Parce que dans ces situations, il faut les situer dans le contexte, observer le langage non verbal et clarifier le fond de sa pensée. Certains considèrent que c'est une forme d'hypocrisie. En réalité, ce langage se veut respectueux. Thank you. Merci Karen. Afin d'élaborer de bonnes relations professionnelles, je partage ici avec vous ce qui soigne justement ces échanges et ce qui permet de détecter la motivation au travail des collaborateurs que vous pouvez être amené à rencontrer. Quelques exemples, on parlait tout à l'heure des Britanniques. Par exemple, une chose importante, c'est qu'ils n'aiment pas être touchés. Ça, c'est certain. Dans une conversation, la discussion doit se faire à bonne distance. Ensuite, pour ce qui est de la motivation au travail, l'Australien, par exemple, a un fort sens de l'éthique. C'est très important de pouvoir soigner en fait la qualité du leadership. C'est un des leviers de motivation, plus que l'aspect financier d'ailleurs. Néanmoins, les Australiens sont assez directs. Par exemple, un employé peut clairement dire ce qu'il pense d'un côté positif comme négatif, mais il vous dira ce qu'il en est et ce qu'il ressent. Pour ce qui est des États-Unis, la promotion est importante. Alors, il est vrai qu'on cherche spontanément, en tout cas les Américains cherchent spontanément plutôt l'accès aux primes, mais au-delà de ça, le fait de se positionner en gagnant du leadership dans une équipe, par exemple, avec des petites ou des grandes responsabilités, petites ou grandes équipes, c'est quelque chose qui les challenge fortement. L'Américain également a conscience que perdre, c'est apprendre. Et ça, c'est très motivant pour nous francophones dans les échanges. Vous serez amené à rencontrer des anglophones. Et parmi les anglophones, vous avez dans le business aussi des grands pays comme l'Inde ou la Chine. On va aborder ces points-là. Afin de soigner de bonnes relations en Afrique du Sud, par exemple, il convient de souligner que le respect à l'égard des aînés a réellement en fait une conséquence importante. C'est très important de connaître aussi les coutumes ethniques de chaque interlocuteur. Pour obtenir de bonnes relations en Inde, une des étapes clés pour établir et lancer une conversation ou même commencer une réunion officielle, c'est prendre le thé.
Ce qui motive également en Inde, c'est tenir compte réellement vraiment des protocoles et respecter la population locale. Ça peut être très mal vu si ces codes-là ne sont pas respectés. Karen me disait très justement, quand on a préparé cette présentation, qu'au Canada, on aime se sentir intégré réellement dans une équipe. Et puis, on aime aussi partager des moments de divertissement. Et très souvent, on peut se voir offrir des tickets pour aller voir des matchs de hockey, par exemple, qui fait partie du symbole sportif national. En Chine, au-delà de partager sa carte de visite comme dans la plupart des pays asiatiques, on peut être amené évidemment à se faire inviter au restaurant et à boire souvent de l'alcool fort. Il faut savoir que cela démarque en fait sa capacité à être un vrai leader. En fait, quelqu'un qui boit et qui tient l'alcool, en Chine, c'est quelqu'un qui a de la poigne et qui devient leader. Et en Irlande, ce qui peut motiver aussi au travail, c'est le partage, de la convivialité autour d'un déjeuner ou d'aller boire un verre. Ça marque aussi et ça favorise la loyauté en fait envers son équipe. Donc c'est intéressant quand on est invité par son staff à aller boire un verre, de surtout pas refuser parce que ça peut être assez mal vu. Le fait de partager ça est vraiment une marque de bon savoir-vivre. Alors, on va rebondir sur notre cœur de métier, la langue anglaise et l'apprentissage de la langue anglaise. On vous a préparé 3 petites questions autour du vocabulaire de la négociation. Je vais laisser la parole à Karen pour animer cette session. Oui, bien sûr. Alors déjà, vous avez un lien. C'est à côté, le vocabulaire de la négociation en anglais. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez et vous pouvez cliquer sur la fiche, le vocabulaire de la négociation. C'est justement ça qu'on va regarder ensemble. Justement, j'avais envie d'avoir la participation pour savoir si jamais quelqu'un sait ce que ça veut dire, beat around the bush, or to back down, or to go back to the drawing board. Je voulais savoir justement si quelqu'un voulait participer. Parce que c'est très important. Plusieurs expressions résument bien l'attitude des anglophones face à la négociation. Alors, je ne sais pas comment, s'il y a quelqu'un qui veut répondre, justement. Does anyone know what to beat around the bush means, or to back down, or to go back to the drawing board? J'ai besoin de votre participation. De mon côté, ouais, non, justement. Ouais, non, je connais pas ces expressions, donc j'aimerais bien répondre, mais malheureusement. Ah, ok. Alors, beat around the bush, what does it mean? It means to talk about things without giving a direct answer. Alors, facile en français, tourner autour du pot. So, to beat around the bush is tourner autour du pot. Okay, and then to back down, what does it mean? It means to withdraw from a position to not follow up on a threat. And the translation in French is reculer, se retracter. Okay. Go back to the drawing board. What does this mean? It means to go back. Sorry. Je crois que Mélissa, elle croit connaître la dernière expression. Est-ce qu'on peut laisser la parole à Mélissa? Of course, yes. Bonjour, par contre, je ne suis pas sûre du tout, mais il me semble que c'est quand on a beaucoup avancé dans un projet et qu'on se rend compte qu'on a mal fait quelque chose et qu'on se retrouve à tout recommencer au point de départ. Bravo, very good, you have a good teacher. La traduction, c'est repartir de zéro, justement. Voilà. Alors, c'était, je sais, un peu rapide pour tout vous expliquer, mais on n'a pas 1 heure de cours ici. Alors, j'ai un petit exercice, voilà, et j'ai besoin de quelqu'un qui me donne la réponse. For number 1, number 2, and number 3. I would really appreciate some participation here. S'il vous plaît, si vous connaissez la réponse pour le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3, je vous écoute.
Je pense que pour la numéro 1, donc c'est l'expression go back to the drawing board. Donc, we were unable to convince the clients, so we went back to the drawing board and came up with a new offer that should convince them. So we went back to the drawing board and came up with a new offer that should convince them. Excellent. Good for you. Number 2. Any ideas? Pour la deuxième, donc ça doit être l'expression to beat around the bush. Excellent. Do you want to read the sentence? The salesperson beat around the bush for 30 minutes before finally announced the actual price. Very good. Thank you. Excellent. And so we know now what number 3 is. Could you do number 3? Alors oui, par contre, j'ai pas, donc c'est back down, mais j'étais en train de noter autre chose, donc j'ai pas compris la traduction que vous donniez. Okay. Donc, si So vous what pouviez- does back down mean? It means to withdraw from a position, to not follow up on a threat. C'est reculer, se retracter. Ok. Donc, Fabrice said back down on 3 key points in the contract, otherwise he would have lost the deal to our competition. Very good. Thank you so much for your participation. It was a pleasure. Merci, Merci beaucoup. Mélissa, merci Amélie et Karen pour votre participation. La star de l'anglais, Amélie. Yes. Alors, comme l'indiquait Karen, vous retrouvez sur notre site pas mal de fiches en anglais. Et vous pouvez, hop, excusez-moi, je reviens dessus. Vous allez pouvoir télécharger des fiches sur la négociation et aussi d'autres thèmes qui sont disponibles gratuitement sous forme d'exercices et sous forme de fiches de synthèse. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je pense que nous allons pouvoir accueillir quelques questions. Pour vous préciser, Wall Street met à la disposition des participants et des adhérents un bilan pédagogique. Donc, on vous propose de réaliser individuellement un test d'anglais pour mieux vous positionner et puis vous restituer donc cela. Vous pouvez en faire simplement la demande. Mes coordonnées sont à l'écran. On peut également vous présenter des solutions pour les formations professionnelles ou dans le cadre du CPF. Il y a également à la disposition, vu le contexte Covid-19, un dispositif qui a été mis au service des entreprises qui ont du personnel au chômage partiel. Et actuellement, le gouvernement indemnise jusqu'à 1 500 € pour toutes les personnes qui souhaitent réaliser une formation pendant leur chômage partiel soutenue par l'entreprise et donc le gouvernement. Donc pour ces éléments-là, je me tiens à votre disposition peut-être plus individuellement pour en discuter. N'hésitez pas à revenir vers moi dans la journée. Si, je vais reprendre le fil des questions. Si quelqu'un a demandé peut-être la parole sans que je m'en aperçoive. Si je peux dire un petit mot. Donc Philippe Alico. Bon, déjà merci à Barbara et à Karen de s'être prêtée au jeu parce que c'est la première fois qu'on le fait. Donc c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça, je me rends compte. Actuellement, on est en train de travailler avec Barbara. Karen ne le sait peut-être pas, mais on est en train de travailler sur une implantation en Afrique du Nord. Et moi, j'ai fait appel à une mission Kedge. J'ai fait travailler un groupe d'étudiants. Kedge a prévu dans son organisation interne de faire travailler des groupes d'étudiants sur des entreprises qui travailleraient sur des projets. Nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. On les a fait travailler sur les réseaux sociaux, on les a fait travailler sur des thèmes qui nous étaient chers et qui étaient stratégiques pour nous. Et là, ils ont travaillé sur une implantation en Afrique du Nord et ils ont fait vraiment du très très beau travail. Une petite note aussi,
à l'étranger, parfois, quand vous avez besoin de visa, vous avez besoin de tests ou de diplômes. Il faut le savoir. Quand vous allez au Canada, quand vous allez en Australie, par exemple, il ne suffit pas simplement de demander sa candidature et d'avoir un peu de sous pour monter sa boîte ou autre chose. Il faut monter patte blanche et il faut avoir un niveau d'anglais minimum, et cela en fonction de la fonction que vous allez occuper. Par exemple, en Australie, c'est le IELTS. Si vous avez le IELTS, c'est par rapport à l'orientation que vous avez choisie, et ben vous avez un niveau qui est imposé. Voilà. En tout cas, merci à Barbara et à Karen pour cet exercice, et merci à tous les présents. Thank you. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bonjour. Je me permets de vous poser la question suivante. Quand on sait que la présentation, par exemple, à l'époque où on va faire de plus en plus de webinaires maintenant, la présentation des entreprises de façon précise et concise est très importante pour les pays étrangers, sachant que nos fameux PowerPoint sont souvent un peu moqués. On ne sait pas vraiment bien se présenter. Est-ce que vous avez quelques conseils pour les entreprises de la façon de se présenter? Je sais qu'aux US, c'est très particulier et selon les pays, il ne faut pas présenter les choses de la même façon. Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner sur ce sujet-là? Ah oui, vous avez raison, et c'est vrai que le PowerPoint, c'est pas le meilleur canal. Très souvent, ce qui est très apprécié, ce sont les vidéos sommaires, en fait, illustrées, et surtout le partage d'expérience. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Parler de soi, de sa singularité, et puis demander en retour aussi comment enfin, quels sont justement les faux pas à éviter. To be friendly would be good. Not too professional, but to be a little bit friendly also, I think is important. Ok, et de façon courte aussi, non? Je crois que c'est important de ne pas mettre 15 pages. L'année dernière, on a fait une expérience avec l'APEX et l'UP. On avait proposé un atelier qui a très très bien fonctionné, qui était le pitch en anglais. On avait fait travailler un prof canadien d'ailleurs, qui est spécialisé, c'est Dean, avec Kirsty, qui arrive d'Afrique du Sud. Donc ça permettait d'avoir deux prismes complètement différents. Et vous avez tout à fait raison, le pitch, c'est une invention américaine. C'est comment vendre son entreprise le temps d'une descente d'ascenseur, c'est-à-dire en 1 minute. Et ça, c'est vraiment un exercice. Je ne sais même pas si on est capable de le faire pour sa propre société dans sa langue maternelle. Dans une langue étrangère, c'est vraiment encore plus difficile. Et un pitch, c'est quoi? C'est être capable de reproduire 10 fois le même message. Et dans une langue étrangère, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un exercice qui est difficile, pour lequel il faut de l'entraînement. J'ai une question. Je m'appelle Johnny Nguyen et merci beaucoup du coup pour votre présentation. Je suis arrivé en retard, je suis arrivé quand vous parlez de sortir boire un coup, etc. Et j'avais une question, c'est est-ce que vous connaissez le livre Negotiating Agreement Without Giving? No, I don't know. Non, moi non plus, je regrette. Est-ce que vous Sorry avez raison, that. vous nous posez cette question? Exactly, oui, c'est important. Pardon? Pour quelle raison vous nous posez cette question? Vous avez C'est qu'on m'a conseillé de lire ce livre. Du coup, je me suis dit que peut-être que vous connaissez ce livre. Alors C'est peut-être quoi que l'auteur? Oui, excuse-moi, Barbara. L'auteur, je ne sais pas, je peux le chercher si vous voulez. Ah, ok. Parce que je pourrais demander autour de moi. Negotiating, what's it called? Repeat. Negotiating Agreement Agreement. Okay. Without Giving In. Without giving in. Okay. Ouais, Roger Fisher Ah, Roger Fisher. Okay. et William Ury. Ok. Je pourrais faire des recherches et vous donnez vos coordonnées à Barbara et je fais des recherches. Ça marche.
Mélissa posait une question. Philippe, est-ce que donc vous parliez des diplômes type IELTS. Quels sont ceux qui peuvent être passés au sein de Wall Street English? Vous voulez répondre? On a coupé le micro. Hop, c'est bon, ça y est. J'ai pas entendu votre question, ça s'est coupé au moment où vous pouvez répéter la Donc question. Mélissa demandait, Mélissa Scotto demandait, vous parliez des diplômes de type IELTS et quels sont les autres diplômes qui va être passés dans notre. Alors, vous avez deux types de diplômes. Déjà, vous avez la différence entre le diplôme et le test. Le diplôme, c'est une certification que vous avez à vie. Et il n'y a que Cambridge. Cambridge produit la majorité des diplômes sur la planète. Pourquoi? Parce qu'ils ont des diplômes qui suivent complètement les niveaux CE-CRL, c'est-à-dire A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, on part du Young Learner, le KET, le PET, le First, l'Advanced, Proficiency. Proficiency, c'est le niveau Emmanuel Macron, pour vous situer. Et le Young Learner, c'est très ludique, ça se fait dans les petites classes. Parce qu'il y a du coloriage, etc. Voilà. Et à chaque fois, vous avez les quatre facettes de la langue, c'est-à-dire l'écoute, la compréhension orale, l'écriture et puis le speaking. Donc, et les diplômes de Cambridge englobent ces quatre facettes. Ensuite, vous avez les tests. Les tests, ça vous permet de vous situer sur une échelle de points. Donc, le IELTS, par exemple, c'est entre 0 et 10 points. Le TOEIC, c'est entre 0 et 990. Le TOEFL, il y en a plusieurs, mais le plus utilisé, c'est l'IBT. C'est entre 0 et 120. Vous avez le BULAT, qui est entre 0 et 200, etc., etc. Vous avez deux types de tests. Vous avez les tests professionnels. Les tests professionnels les plus usités, c'est le BULAT, c'est le TOEIC. Et vous avez les tests plus avec anglais académique qui sont demandés par les high schools et par les universités, qui sont le TOEFL et puis le IELTS. Voilà. Et le TOEFL et le IELTS, d'ailleurs, sont un tout petit peu plus relevés parce que vous avez une partie writing et une partie speaking, alors que le TOEIC et le BULAT, souvent, ne sont demandés par les entreprises que la partie listening et reading. D'accord ? Vous avez la possibilité de passer le speaking, mais il est rarement demandé. C'est pour ça que le TOEIC et le BULAT ont une valeur pédagogique un tout petit peu inférieure à cause de cela. Voilà. Donc ça, voilà. Nous, on fait passer à peu près, pour vous donner un peu d'idée, on fait passer à peu près 1500 tests et examens tous les ans sur le Var et sur les Bouches-du-Rhône. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mélissa. Oui, merci beaucoup. J'ai vu une question également de Rafalo, pardon, excusez-moi. Pourrions-nous en savoir davantage sur Wall Street English? Est-ce une entreprise centralisée ou avec des franchisés locaux? Est-ce que, Philippe, vous voulez que je prenne la parole? Non, vous voulez répondre? Ouais, je peux répondre. Oui, je vous en prie. Alors, Wall Street English, c'est un réseau d'écoles d'anglais qui est international. On est présent dans une quarantaine de pays, dont la France. Et selon les pays, soit ce sont des succursales du groupe, soit ce sont des franchises. Sur la France, c'est un réseau de franchises. Il y a à peu près 28 franchisés et puis un peu plus de 50 centres. On est présent dans toutes les grandes villes. Donc, on a un master franchise qui lui-même dépend d'un master franchise international. Et on a la grande chance que l'on a dans ce réseau de franchise pour ceux qui voudraient monter un centre Wall Street. Moi, je suis à leur disposition pour les aider et les aiguiller. C'est qu'on n'a qu'un seul métier qui est de l'anglais. Moi, j'arrive de la grande distribution et j'arrive d'Intermarché, du groupe Intermarché. Et Intermarché, vous avez un homme, un métier. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce réseau de franchise Wall Street. C'est que vous n'avez qu'un seul métier. Et ce qui vous permet, si vous voulez, d'investir 100% de toutes vos ressources pour être les meilleurs sur ce secteur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, Wall Street est leader mondial de la formation en anglais parce qu'il n'a qu'un seul métier et parce qu'il investit beaucoup pour performer sur son outil. La preuve en est, c'est la plateforme digitalisée qu'on a mis en place.
qui était en gestation depuis 2 ans et que le confinement a accéléré la mise en place de cette plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la Chine d'abord, l'Italie ensuite, et nous, on est arrivé derrière. On a eu un peu de chance d'ailleurs parce que la Chine et l'Italie avaient essuyé les plâtres. Et nous, le confinement a été décidé mardi. Et le jeudi suivant, on avait la plateforme qui était opérationnelle avec. On a commencé par 2000 heures cours semaine avec prof en présentiel, enfin en présentiel, mais à distance. Et aujourd'hui, on est à 7000 heures semaine. Voilà. Sachant que cette plateforme, elle est aussi utilisée par la Chine et par l'Italie. Donc, et puis par tous les autres pays, puisqu'on est présent dans une quarantaine de pays. Donc, c'est un réseau de franchise assez performant parce qu'on est leader et parce que moi, quand j'ai choisi Wall Street, au début, je devais monter un grand magasin. Ce qui m'avait surpris, c'est le peu d'image et de notoriété de nos concurrents. J'ai visité d'ailleurs, bien sûr, pour aller voir un petit peu. Et en réalité, je me suis rendu compte que Wall Street avait une. Donc là, je ne vends pas Wall Street pour vous vendre de l'anglais. Hein. Je vends Wall Street pour ceux qui voudraient devenir franchisés. Moi, je peux les accompagner. Je suis très, très bien avec le patron du master, puisqu'en plus, on travaille d'une manière collégiale. Je participe beaucoup. Nous participons beaucoup parce que j'ai besoin de mon équipe pour ça. Par exemple, la certification VeriSelect et maintenant Calliope, c'est nous qui la pilotons de Marseille pour l'ensemble du réseau. Voilà. Et comme ça, on a des tâches comme ça qui sont complètement d'ailleurs bénévoles. Je ne suis pas payé pour ça. Mais ça fait partie d'une démarche globalisée d'un réseau de franchise qui avance et qui est assez dynamique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Philippe. Quelqu'un nous demandait également si nous avions des références dans le domaine de la santé. Oui, alors nous avons dispensé des formations auprès de la PHM pendant de nombreuses années, les hôpitaux d'Aix également, le centre d'immunologie et pas mal de laboratoires privés de grande renommée. Alors, en réalité, il y a 2 approches. On a eu 2 approches, l'assistance publique et les hôpitaux d'Aix. On a eu 2 approches différentes. Nous, notre savoir-faire, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, Barbara. On a une méthode d'anglais qui va du niveau le plus débutant au niveau expert et qui permet de former beaucoup de monde sur 80 niveaux différents. Ensuite, on peut faire du spécialisé, ce qu'on a fait avec les hôpitaux d'Aix, c'est-à-dire qu'on a créé un vocabulaire et des expressions qui étaient propres au grand métier de la médecine, d'accord. Donc, on avait une partie pour la radiologie, une partie pour la chirurgie, etc. Donc, la langue anglaise, enfin d'ailleurs, l'apprentissage de toutes les langues, c'est toujours d'abord le socle, j'apprends une langue, et ensuite, je fais l'anglais spécialisé. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais souvent, les gens font la méprise. Ils disent, je veux parler de l'anglais financier ou de l'anglais commercial. Ça ne veut rien dire. D'abord, on parle anglais, et ensuite, on apprend du vocabulaire. Si nous, demain, dans notre langue maternelle, nous changeons de métier, si moi, par exemple, je deviens boucher, il me faudra 2 semaines ou 3 semaines pour acquérir le vocabulaire, d'accord, et maîtriser le vocabulaire de la bouche parfaitement parce que je parle le français. D'abord, on parle l'anglais et ensuite, effectivement, on peut s'orienter vers de l'anglais spécialisé. Ça peut être de l'anglais financier, on en a fait avec la banque, de l'anglais du sport avec, par exemple, l'Olympique de Marseille, ou l'anglais. On a eu une action avec Haribo où Haribo nous a demandé d'adapter des fiches de fonction en anglais. Voilà. D'abord, il faut apprendre l'anglais et ensuite, on a de l'anglais spécialisé. Donc, les hôpitaux d'Aix, c'était plutôt, on a fait les 2, anglais général, anglais spécialisé, et les hôpitaux de Marseille, ce n'était que de l'anglais général. Amélie nous demande comment est-ce qu'on recrute donc nos formateurs. Alors oui, ils sont tous de langue maternelle anglaise, c'est essentiel, ça fait partie justement de ce qui nous démarque sur le marché des organismes de formation. Tous nos formateurs sont natifs, avec un enseignement donc à minima universitaire, et puis également une formation pour pouvoir dispenser des formations auprès des professionnels. Et des particuliers. Il y a un diplôme qui s'appelle le TEFL, qui est enseigner sa langue maternelle à des étrangers, qui est essentiel et indispensable pour pouvoir exercer, à minima. Merci Johnny pour les références. Je prends note et on reviendra vers vous pour les conseils de lecture sur ce thème.
Alexandre nous demandait quels sont vos taux de succès moyens au bout d'une formation. Alors, si je comprends bien la question, nos formateurs accompagnent à des résultats, on garantit des résultats, c'est-à-dire contractuellement, on promet à une personne qui suivra le rythme que nous aurons défini ensemble à l'avance de réaliser son parcours et de réussir à pratiquer l'anglais à la hauteur de ses attentes. Aujourd'hui, 97% de réussite est affichée mondialement, puisque quasiment l'ensemble des personnes qui suivent le rythme réalisent leur formation avec succès. Je pense que si on a la possibilité de laisser la parole à Mélissa Scotto, peut-être qu'elle pourrait aborder son expérience, parce que c'est une élève qui a suivi des cours à Marseille, à Aix-en-Provence, et qui aujourd'hui, alors c'est un peu la fuite des cerveaux, hein, qui aujourd'hui suit ses études en Irlande et qui a plusieurs facettes. Peut-être que si on peut laisser... Oui, ça y est, c'était juste le temps de mettre le micro en route. Super. Est-ce que tu peux parler de ton expérience ? Oui, bah déjà, ce que j'ai beaucoup aimé avec la méthode Wall Street, c'est que c'est progressif. Donc, il y a une histoire, on suit des vidéos, on travaille les vidéos de notre côté, ensuite on a un cours avec un prof, y compris de nombreuses activités. Donc, ça nous permet d'être quasiment en immersion selon le rythme que l'on suit, tout en restant dans notre ville. Donc c'est vrai que la progression pour moi, elle a été très rapide. Après, au niveau des événements, une fois par mois, nous on se retrouvait au pub pour ce qui est appelé le pub night. Donc ça, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un autre type de vocabulaire, puisqu'on est avec les enseignants et ils parlent pas comme comme au sein du centre, ça c'est sûr. Donc on a tendance à apprendre plus d'argot, tout ça. Donc on a vraiment plusieurs types de langage qu'on peut apprendre. Après, ça va être bien entendu un langage professionnel également. Donc voilà, après, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions justement par rapport... Oui, tu parlais dans le fil des questions, là, enfin, dans le fil des commentaires tout à l'heure de ton expérience en immersion maintenant en Irlande depuis quelques mois. Est-ce que tu peux partager ça? Alors, par rapport à l'Irlande, au début, ça a été très compliqué par rapport à l'accent. Ah oui. Mais après, c'est vrai qu'au bout de 1-2 semaines, j'arrivais plus à suivre les cours parce que je me rendais compte que je comprenais. Donc il m'a fallu une bonne semaine pour arrêter de me dire oh mais là je comprends ce qu'il dit, oh mais enfin d'être vraiment surprise. Mais après c'est vrai que même maintenant je commence plus à parler et à penser en anglais qu'en français. Même avec ma famille, des fois, j'ai des expressions qui me viennent en anglais et après, je dois les répéter en français, bien sûr. Et les rêves? Les rêves, ils sont en anglais? En anglais aussi. C'est amusant. C'est super. C'est chouette. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que Mélissa, ce n'était pas du tout prévu. Hein. Mélissa s'est greffée au groupe, ce n'était pas du tout une technique... commerciale, sachez-le. Ah non, c'était pas calculé. Non, mais je le dis parce que je le dis à tout le monde. Je vois Mélissa qui est là, ça fait un peu, ça fait un peu téléphoner comme approche. Bon, c'est vrai que Mélissa, alors, pour répondre vraiment à la question, l'avant-dernière question, là, avant l'intervention de Mélissa, c'est que Mélissa, elle était motivée, elle avait un objectif et elle a été régulière. Voilà. Donc, nous, on n'a pas inventé la poudre, on a une méthode. Le plus gros, je dirais, le plus gros écueil, le plus gros talon d'Achille pour se former à l'anglais, mais même pour faire du sport, pour apprendre le piano ou ce que vous voulez, c'est la régularité. Voilà. Et la grande force de Mélissa, ça a été d'être régulière et de ne jamais lâcher. Et puis, c'est vrai qu'elle s'est attachée au centre, donc effectivement, ça a été un petit peu plus facile pour elle. Et elle est allée jusqu'au niveau 20, c'est-à-dire jusqu'au 80e niveau, si vous voulez, des niveaux Wall Street. Donc, elle est à un niveau C1+, quasi C2. Voilà. Donc,
Wall Street on ne devient pas bilingue chez Wall Street. D'ailleurs, aucune école d'anglais ne peut se gausser d'envoyer une personne à un niveau bilingue. Pour être bilingue, il faut partir à l'étranger et vivre dans un contexte complètement en immersion totale pour devenir bilingue. Mais la méthode Wall Street va vous donner des bases graduellement. Mélissa l'a dit, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que vous progressez. C'est du blended, donc c'est un mix d'interactifs et de cours avec prof. Et vous n'êtes systématiquement qu'avec des gens de votre niveau. Donc, si vous êtes au 10e niveau, vous n'avez des gens que du 10e niveau. Si vous êtes au numéro 80, vous n'avez que des gens du 80, ce qui rassure beaucoup nos clients, parce qu'en réalité, ils se rendent compte qu'ils ont un petit niveau quand même, parce qu'on a tous des notions d'anglais. Et puis, comme ils évoluent au fur et à mesure, et puis que l'évolution, ils ne la sentent pas, et ben, ils progressent, et c'est ce qu'a fait Mélissa. Mais la plus grande force de Mélissa, ça a été sa régularité et son opiniâtreté à suivre une formation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça complète ce que dit Philippe. Monsieur Janero a une question. Combien d'heures par semaine pour suivre le parcours? Il est recommandé en fait de suivre un rythme qui permette de stimuler l'anglais quasi quotidiennement. Donc, on commence à observer des résultats avec un rythme moyen de 3 ou 4 heures par semaine. Ce sont les recommandations pour pouvoir avoir un contact avec l'anglais le plus régulièrement possible et donc déclencher des automatismes de compréhension et d'expression. Donc, c'est une sorte d'incompressible. Pour avoir des résultats, il faut consacrer au moins entre 3 et 4 heures par semaine. Alors, ce n'est pas forcément 3 à 4 heures par semaine de présence au centre en enseignement traditionnel, c'est consacrer du temps à sa formation et consacrer du temps à l'anglais avec les différents supports qu'a pu évoquer Philippe tout à l'heure, donc avec des supports qui peuvent être utilisés aussi bien sur le téléphone, sur la tablette, sur un ordinateur, et puis surtout une complémentarité avec des formateurs, soit à travers des séances en visio, soit à travers des séances en présentiel dans nos centres. Si je peux rajouter, practice makes perfect. Voilà. Merci. S'il y a un équivalent en français pour practice makes perfect, c'est un mot-clé pour l'anglais. Practice, practice, practice. Je crois que c'est pareil dans toutes les langues vivantes qu'on cherche à maîtriser. Et souvent même nos formateurs, une fois en immersion ici en France, ont la même réflexion. Le simple fait de beaucoup pratiquer, être exposé, apporte des résultats quoi qu'il arrive. Bien, je crois qu'au niveau des questions, on a répondu à peu près on a répondu à toutes les questions, il me semble. Est-ce que on peut vous aider en d'autres points? Il y a le président André Janero qui a posé une question: combien d'heures par semaine pour suivre le parcours au début? Oui, je viens d'y répondre. On consacre une moyenne de 3 à 4 heures par semaine. Ça, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir avoir des résultats, absolument. Pour compléter, vous pouvez faire plus, mais il faut pas avoir d'activité à côté. Vous prenez un pôle emploi, par exemple, qui a du temps il va optimiser son temps libre, donc là, il va peut-être pouvoir consacrer un petit peu plus de temps. Pour une personne qui a une activité professionnelle, pour garder la régularité on est vraiment sur une course de fond, c'est-à-dire que si vous accélérez trop, vous risquez de vous essouffler, vous risquez l'embolie, d'accord. Et alors, on vous donne un vélo à votre taille, donc ça veut dire que vous touchez les pédales, c'est déjà pas mal. Hein. Demain, le braquet ne vous sera pas et le braquet va évoluer au fur et à mesure. Et le plus important, c'est la régularité. Si vous faites moins de 2h30, ça devient un petit peu c'est trop édulcoré, ça suffit pas. 4 heures pour une personne qui bosse, c'est l'idéal. Et puis après, ça peut être plus. Moi, j'ai découvert Wall Street parce que j'ai eu 2 au bac en anglais. Et je suis une quiche de français de base. J'ai manqué toutes mes écoles de commerce à cause de l'anglais. J'ai passé 6 mois d'anglais et j'étais capable à la fin de faire une conversation. Voilà, je serais incapable d'enseigner dans mon école parce que sinon elle coulerait et j'irai au dépôt de bilan tout de suite, mais je suis capable de tenir une conversation aujourd'hui. Donc j'ai passé 6 mois réguliers et comme j'étais en train de racheter une boîte, je voulais devenir chef d'entreprise, j'ai pu consacrer plus que 4 heures par semaine. J'étais jusqu'à 8 heures, 9 heures et j'étais comme Mélissa, j'étais à fond.
parce que j'avais toujours eu un petit complexe par rapport à l'anglais, que je n'ai pas tout à fait perdu d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis capable de tenir une conversation avec mes collaborateurs. Voilà. Il y avait Alexandre qui avait posé aussi une question sur quel est le niveau minimum de test pour être accepté sur des marchés anglophones. Alors, il y a un cadre européen qui donne des annotations qui va de A1 à C2. Ça, c'est le cadre européen. Et donc, tous les tests que Philippe a pu évoquer tout à l'heure sont alignés en fait dans ce cadre-là. L'idéal, c'est d'être plutôt dans un niveau B2 et pour pouvoir passer des tests et être reconnu comme ayant un anglais courant. Ensuite, après B2, vous avez C1 et C2, et C2 est indiqué comme de l'anglais bilingue. Et pour des gens qui ne connaissent pas ces niveaux-là, par rapport à un niveau scolaire où on baragouine et on sait écrire, c'est quoi le niveau à monter? Bah, les marches sont assez hautes. Clairement, les marches sont réalité, assez hautes. Vincent, il faut tester votre niveau parce que du niveau le plus débutant jusqu'au faux débutant, il y a combien de niveaux, Barbara? Je ne les ai pas en tête. Du niveau, il y en a 5. Il y en a 5. Donc 5, ça fait 20 en tout. Donc ça fait 20 niveaux sur les 80. Donc on a tous été à l'école et on mésestime tous notre niveau. Pour ceux qui sont le français qui entend l'anglais et son ventre se serre, il mésestime toujours son niveau. Donc il ne sait pas, yo, mais je suis nul. En réalité, on n'en sait rien du tout. Par contre, pour répondre précisément à la question d'Alexandre, c'est qu'il faut regarder quel est le prérequis. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on teste le niveau et on est capable de mesurer l'effort qui est à faire pour atteindre ce prérequis. Si vous voulez, par exemple, l'école de Lausanne d'hôtellerie, on vous demande le TOEFL entre 80 minimum à 110, c'est-à-dire d'un niveau B2 à un niveau C1. Donc, la personne qui va postuler pour entrer à l'école de Lausanne va passer son TOEFL, va le mettre dans son dossier et ensuite son dossier sera accepté ou pas avec un ensemble de paramètres dont l'anglais. Vous prenez par exemple, vous rentrez à l'EDEC, c'est 850 à l'entrée. Vous prenez Kedge, c'est 800 à la sortie. D'accord ? Les prérequis sont complètement différents. Air France, c'est TOEIC 850. Voilà, je ne les ai pas tous en tête, mais à chaque fois, vous avez des prérequis. On a eu un jour un client qui était médecin et qui partait en Australie. Il avait besoin, je crois, de 7 sur 10 au IELTS. Donc, voilà. Donc, il faut regarder quel est le prérequis et quel est le niveau. Si vous négociez des bateaux pour la CMA-CGM ou si tu achètes des bateaux pour la CMA-CGM, c'est que j'ai rencontré un jour un des commerciaux de la famille Saadé. Le mec, il a un niveau high level, quoi. C'est sûr. Après, si vous êtes… on a pu travailler pour des entreprises, par exemple pour les gens qui étaient à l'accueil. Quand on a un niveau B2 et qu'on est capable effectivement de passer une ligne, etc., donc on peut amener les hôtesses d'accueil à un niveau B2 et ensuite les entraîner à répondre au téléphone pendant une dizaine d'heures pour leur donner les expressions usuelles. Mais c'est vraiment au cas par cas. Il y avait une question de Raymond aussi, la différence entre Bullitt et TOEIC. Bullitt. Bullitt. Il a écrit, moi je lis ce qui est écrit, comme je ne connais pas Oui, le je l'ai titre. vu. Oui. Je vais répondre. Donc, le Bullitt, c'est un test de Cambridge. C'est un test qui s'appelle aujourd'hui le Lingua Skill. Et le Bullitt, c'est le TOEIC, sont des tests concurrents. TOEIC est une maison américaine et c'est le groupe ETS qui pilote ça. La différence technique, c'est que les tests sont différents en longueur et néanmoins, les similitudes, c'est l'alignement avec le cadre européen que j'ai évoqué tout à l'heure, avec les classifications qui va de A1 à C2. Je pourrais partager ça avec vous peut-être sur un replay ou sur un lien. Je ne sais pas si c'est faisable, Vincent, mais oui, c'est ça possible. permettra de compléter peut-être notre intervention avec un visuel. Sur le site de Medinsoft sera mis la visio d'aujourd'hui et tous les documents, vous pourrez les faire passer à Alex. Super. Et voilà, vous pourrez rajouter tout ce que vous voulez, un détail des formations, des programmes, des niveaux. Il y avait Alex qui posait une question, la durée moyenne d'une formation en mois, mais bon, j'imagine que ça dépend du nombre d'heures qu'on fait par jour ou par semaine. Donc,
Voilà, la grande C'est du Alex tout majorité, craché. en fait, c'est difficile de pouvoir répondre strictement parce que chaque personne a son propre parcours, ses envies et puis ses objectifs. Quelqu'un qui n'est pas pressé de manière urgente va passer entre 6 et 9 mois de formation chez nous. Ça, c'est la moyenne basse. Et ensuite, on est plutôt entre 9 et 12 mois. Ça permet de respecter en fait un rythme avec un équilibre temps de travail, temps de formation et vie sociale. Et généralement, on obtient vraiment de bons résultats parce qu'on arrive justement avec cette amplitude-là à atteindre les automatismes que l'on recherche pour avoir une conversation plus aboutie. Et je complète ma réponse avec la question donc, de André Font qui demande quel est le coût mensuel de la formation. Alors là, encore une fois, impossible de répondre de manière stricte puisqu'il y a une combinaison de formules possibles à l'infini, aussi bien en cours particulier que collectif, un mix des deux, dans une spécificité ou pas. Il n'y a aucun tarif communicable, je dirais, de manière généralisée. Le diagnostic est nécessaire, il est totalement gratuit, il est vraiment indispensable pour pouvoir déterminer le profil de la personne et bien sûr, surtout son objectif et le temps qu'il va pouvoir y consacrer. Donc pour cela, je répondrai plus individuellement à chaque demande. Parfait, parfait. Excusez-moi, je reprends la parole pour la... Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Je reprends la parole pour conclure. Il est 9h31, je crois. Donc, on a parfaitement tenu le délai. Merci à tous. Juste 2-3 mots pour conclure avant de passer la parole à André. Donc, bien évidemment, merci beaucoup à Philippe, à Barbara et à Karen et à toutes les équipes du Wall Street English Marseille pour cette participation. Comme on l'a dit, tout va être mis à disposition, je pense, demain matin, tant les replays que les présentations ou tout ce que vous nous avez proposé de compléter. Comme l'écrit Vincent en parallèle, demain matin, nous avons une formation sur les outils no-code pour vous permettre de développer votre solution informatique, logicielle, applicative sans connaissance informatique, donc sans être un développeur, histoire de pouvoir tester votre marché. Donc vous pouvez combiner, tester un marché anglais avec le Wall Street English sur un nouveau produit que vous allez développer vous-même. C'est quelque chose que vous pourriez imaginer. Donc ça, c'est demain matin, 8h30. Vincent, vous avez mis le lien pour vous inscrire. Lundi matin, la même chose sur les applications mobiles. Mercredi prochain sur le référencement. Et jeudi prochain sur le Figital, les nouveaux outils de la relation client. Et on nous prépare peut-être un nouveau cycle pour la première semaine de mai. Voilà. Merci à tous et je laisse, comme c'en est la tradition entre guillemets depuis quelques webinars, la parole à André, notre président, pour conclure. Oui, bonjour à tous et merci de vous être mobilisés ce matin pour animer ce petit atelier. J'espère qu'il sera visionné par de nombreuses personnes et que ça donnera envie à plusieurs de nos adhérents de vous rejoindre et de bénéficier de vos offres de services. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet ô combien passionnant parce que le marché international est important pour tous les membres de Made in Soft et surtout dans le numérique et le digital. On est obligé de viser le marché international avec les spécificités, comme vous l'avez très bien souligné, de chacun des pays. Merci, bonne journée et bon courage dans cette période de confinement. Merci à tous. Thank Bientôt, you. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Have a nice Allez, day. merci. Have a nice day. À très Bye bye. bientôt. Au revoir. Bye. Merci, au revoir. Bye bye. Thank you.